À la page 26 du chapitre 22 de mes notes de cours, on va résoudre maintenant une nouvelle situation dans la section 4.8 de Séguin, une situation où je n'aurai pas besoin de vous demander d'imaginer ou de vous mettre dans la peau d'un petit bonhomme minuscule. Une situation un peu plus réelle. Situation 2, l'énergie cinétique d'un cylindre qui roule, donc d'un objet qui roule dans une pente inclinée. Donc, on peut imaginer plusieurs situations là, réelles qui correspondent à ça. On demande de calculer l'énergie cinétique d'un tel objet. Bon, pour voir comment Séguin l'imagine, on peut lire le libellé de cette situation-là à la page 513 de Séguin. Après une première lecture, en deuxième lecture, on va identifier nos choses, nos données connues et recherchées. On ramène la situation 3, donc c'est un cylindre qui descend sur un plan incliné. À l'aide des images, on peut se rappeler c'était quoi la situation 3 d'une section précédente. On a souvent le même cylindre avec un rayon de 20 cm, une masse de 12 kg, puis son I de 0,24 kg m². Roule sans glisser vers le bas d'un plan incliné qui est à 50 degrés, donc mon θx de 50. On avait déjà trouvé justement dans la situation qui font référence que l'accélération, avec les données qu'on a en haut, va donner 25 radians par seconde carrée. Mais maintenant, on s'intéresse à quelle est l'énergie cinétique acquise par le cylindre d'en haut en bas. Donc, quelle est sa variation d'énergie cinétique. Évidemment, il va avoir gagné de l'énergie cinétique. Le cas final va être plus grand que le cas initial. Si on le fait descendre sur une distance de 1,6 m, selon l'axe des X, quand on regarde le dessin, ce n'est pas une hauteur de 0,6 m, c'est qu'il avance sur le plan incliné de 1,6 m. On complète le schéma en identifiant nos choses. Donc le rayon, c'est le rayon du cylindre. La masse du cylindre, je l'ai probablement dessiné dessus. Le I, j'ajoute ça sur le cylindre aussi, c'est une caractéristique du cylindre. Le θx, c'était notre angle de plan incliné dans le coin ici. Et on a une accélération angulaire. Donc, ma roue tourne, le alpha. Le delta K, c'est l'énergie cinétique gagnée par ce système-là. Donc, j'ai mis une cote en haut puis en bas. J'aurais pu l'associer aussi au mouvement linéaire ici. Mais j'avais réservé la cote du milieu ici jusqu'au milieu ici pour delta x CR. Derrière, c'est quelque chose qui n'est pas strictement requis pour la compréhension du dessin. Pas du dessin, mais de la situation. Donc, c'est le centre de roue qui avance, qui descend la pente tout simplement. On ne mentionne pas dans le texte de cette situation-là, mais la situation à laquelle on fait référence, on partait d'une vitesse initiale, soit sous forme linéaire, la vitesse du centre de roue, ou sous forme angulaire, égale à 0 initialement. Donc ça, c'était des mètres par seconde. Puis l'autre, c'est des radians par seconde. Évidemment, on va gagner la vitesse. Là, ici, ce n'est pas le vecteur vitesse initiale qui est illustré, c'est le vecteur vitesse qui va grandir vers le bas. On cherche un delta K, mon point d'interrogation, mon point de départ. Chapitre 17, delta K, c'est K final moins K initial. Évidemment, si j'ai toutes des vitesses angulaires de 0 et linéaires de 0, je n'ai pas de valeur de K initial. Je vous amène à dire que la variation de K, c'est tout simplement de calculer le K final dans ce problème-là. Et le K final, c'est pas juste de dire que cet objet-là a gagné de la vitesse linéaire. Il y a une partie de son énergie qui est de la vitesse linéaire gagnée par l'objet, puis il y a une partie de l'énergie qui est de la vitesse rotative, si on veut, de la vitesse angulaire gagnée par l'objet. Donc là, on n'a pas le choix, c'est pas une question d'un trip de dire je vais m'imaginer au centre de masse. Non, c'est vraiment que l'objet possède deux formes d'énergie. Donc on prend la formule du chapitre actuel, chapitre 22. L'énergie cinétique totale, c'est à la fois de l'énergie cinétique de rotation et de l'énergie cinétique linéaire de translation. Donc ça, c'est ma formule telle qu'elle apparaît dans le résumé du chapitre 22. Et là, je vais l'adapter à mes données que j'ai. Donc, je veux calculer le K final, le K total final, si on veut. C'est une demi, je mets mon I. La vitesse angulaire, ça va être la vitesse angulaire finale, plus une demi, je mets mon M, ça s'appelle encore M. Et la vitesse du centre de masse, ça se trouve être aussi la vitesse du centre de roue,
la vitesse finale du centre de roue. Et tout ça, bien, calculer le cas final, c'est aussi calculer le delta K. Là, je l'ai rappelé à la fin. Je vérifie si je peux tout calculer. Je n'ai pas la vitesse angulaire. Le M, je l'ai. Une demi, le M, mais je n'ai pas non plus la vitesse linéaire du centre de roue. Donc, pour l'instant, je n'ai réussi qu'à m'ajouter des inconnus supplémentaires. Quoi qu'il y ait une relation entre ces deux inconnus-là. Donc, je pourrais au moins réduire de cette façon-là en faisant disparaître le VCR, parce qu'il y a toujours une relation entre une variable linéaire, telle que la vitesse, et son équivalent angulaire, tel que la vitesse angulaire. Chapitre 5, sur la cinématique, sur les relations entre les vitesses linéaires et angulaires, donc la relation qui existe entre les deux paramètres équivalents, c'est toujours le R qui joue le rôle entre les deux. Donc dans ce cas-ci, mon VCR final va être égal à R fois oméga final. Ça ne me donne pas de réponse définitive. J'ai quand même une inconnue, mais là, je viens d'en faire disparaître une, parce que dans les faits, je pourrais écrire deux fois cette variable-là. Donc, il y en a une qui disparaîtrait de l'équation. Maintenant, si j'ai une relation de delta K puis toutes des oméga finales, il va quand même falloir que je trouve une équation pour le oméga final. Ça va être de la cinématique encore dans le chapitre 5, mais la cinématique d'un mouvement circulaire uniformément accéléré. Donc, on a 4 ou 5 relations possibles. Il faut que je regarde qu'est-ce que je connais dans mes paramètres angulaires. Une équation de cinématique de rotation qui contient le oméga final. Quand on a un oméga initial de 0, qu'on connaît le alpha, qu'on ne met surtout pas en jeu le delta t, parce que je semble avoir rien pour calculer le delta t. Mais quand on est en angulaire, ça me prend aussi le delta θ, mais même s'il n'est pas donné le delta θ, je peux faire une relation entre delta θ et delta x. Donc, si vous allez fouiller dans le chapitre 5 avec ce que je viens de dire, la relation qui est intéressante, c'est celle qui fait apparaître les carrés. Vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré, plus 2 fois l'accélération fois le delta θ. Adapté à mon problème, j'ai mon 0 pour vitesse initiale. Le alpha est horaire, donc c'est un moins alpha. Et le delta θ. Donc, compte tenu du 0, ce qui me reste, c'est que ma vitesse finale va être moins 2 alpha fois delta θ. Le moins 2 est constante, le 25 est connu, mais le delta θ n'est pas connu. Donc maintenant, je vais utiliser, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure, relation entre linéaire et angulaire, relation entre linéaire et angulaire, mais pour du delta x et du delta θ. Donc, il y a une relation entre le delta x linéaire et le delta θ linéaire. Évidemment, on s'intéresse plus aux valeurs absolues, ce qui était le cas ici, qu'on n'a pas besoin de mettre les barres pour les valeurs absolues, mais ça, j'ai pas le choix de les mettre pour dire que je m'intéresse aux valeurs absolues, puis c'est toujours le R qui fait le lien entre les deux. Donc, on va isoler le delta θ, parce que c'est ça que j'ai besoin. Delta θ va être égal à delta xcr divisé par R, et on s'apercevrait que c'est des valeurs connues, dans le cas ici. Donc, je pourrais le calculer si on veut. Je vais continuer à m'intéresser aux valeurs absolues pour avoir à traiter les signes. Je les ai effacés. Donc, c'est 1.6 divisé par 1.2. Ça, je pourrais avoir une valeur connue qui est de 8 radians. Encore une fois, je ne m'intéresse pas vraiment aux signes, mais plus à la valeur absolue. Soit que je remonte à l'aide des chiffres. Quand je connais le delta θ, je peux connaître le oméga final. Que je calcule évidemment ici, je l'avais laissé au carré, maintenant je le prends à la racine. Donc j'ai mon réécrit correctement. Là, j'ai le moins 2 qui est là. J'ai le alpha qui est une valeur absolue 25. Puis j'ai le delta θ qui avait un peu comme le delta x. Là, quand on l'écrit dans l'équation de cinématique, le delta x, il a un signe. Donc là, ici, j'ai calculé la valeur absolue, 8 radians, mais on se rappelle qu'on tournait horaire, qu'on tournait négatif. Fait que si je veux pas avoir un signe négatif pour prendre la racine, c'est parce que le delta θ, il vaut moins 8, là, comme ça apparaissait avant que je fasse ces modifications. Mais maintenant, je préfère le traiter en valeur absolue, puis regarder après ça le signe, puis dire, oups, dans mon équation de cinématique, il n'y a pas de valeur absolue ici, mais étant donné que je tourne comme ça, je vais mettre un moins 8.
Donc là, je pourrais calculer une valeur d'oméga final, donc ça c'est réglé. Je pourrais continuer à retourner au VCR. Donc le VCR serait égal à 0,2 fois le 20 qu'on vient de calculer. Donc le VCR en valeur absolue serait 4 mètres secondes. Et j'ai tout ce qu'il faut pour calculer le delta K ou le K final. J'aurais pu le traiter aussi, comme c'est fait en bas, sous forme de garder les symboles. Donc le delta K, c'est 1/2 fois I fois oméga final au carré. Oméga final au carré, je l'avais ici, c'était moins 2 alpha fois delta theta. Là, delta theta, il faut que je vienne chercher que c'est delta x sur r, puis qu'on se rappelle l'apparition du signe moins, qui va venir annuler l'autre. Fait que là, je l'ai écrit mon signe moins. Et on continue à développer notre terme après ça, plus 1/2 R, VCR. VCR, je l'ai ici, c'est R fois oméga. Puis c'était du au carré, donc c'est R carré, oméga final au carré. Donc mathématiquement, il y a beaucoup de termes là, à tenir compte. Puis le oméga final, je peux continuer lui-même à le remplacer par la même chose en bas. Fait que beaucoup de mathématiques. Je pense que c'était beaucoup plus simple là, de le faire avec les chiffres dès le départ. Mais si on traite bien les mathématiques, qu'on le fasse en ayant fait les remplacements des chiffres ici, en utilisant le 4 puis le 20 là, dans l'équation ici, je mettrais mon 20 ici au carré, puis mon 4, c'est 1/2 fois 0,24 fois le 4, et 1/2 fois 12 fois le 20. J'arriverai également à 144 joules, là, comme on a en bas. Point intéressant, de où provient cette énergie-là, cette augmentation d'énergie-là que j'ai eue? C'est parce que j'avais une certaine hauteur au départ. Donc, conservation de l'énergie, mon K final va être égal à ma variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, c'est ce qui est calculé dans la bulle ici en faisant la trigonométrie. On arrive à 144 joules également de disponible en delta UG. Et ce delta UG-là, ce 144 joules-là, a été transformé. On voit qu'on arrive en prenant compte qu'on avait de l'énergie cinétique de translation et de rotation. Donc, ça n'a pas été juste de l'énergie cinétique gagnée en termes de vitesse linéaire, mais ça a été gagné aussi en termes de rotation de l'objet.